au pif comme ça, là, quand c'est des jeunes qui s'expriment. Bonjour déjà et bienvenue. Bonjour Mireille. Bonjour André. Bonjour. Je crois qu'on sera avec André pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, on va échanger avec lui. Il nous donnera les cours. C'est le professeur du mois. C'est notre prof. Ça sera notre prof. Et puis, merci d'avoir accepté l'invitation et merci de prendre de ton temps pour venir apprendre à ces jeunes qui nous regardent ce matin. Merci. Allez, on va regarder d'abord, je crois qu'on va commencer par la vidéo ou... Alors, en entrée, Oui. l'idée, c'est déjà de permettre à tout le monde d'avoir le même vocable. Mhm. La vidéo présentée nous indiquera qu'est-ce qu'un bon projet professionnel. Mhm. Et après, on va lancer. D'accord, à tout de suite. Expliquer avec un schéma très simple le concept du hérisson. Le concept du hérisson a été mis au point au début des années 2000 par Jim Collins, un chercheur américain en management et organisation. Pour lui, un bon projet, c'est la convergence de 3 cercles. Ce qui me passionne, là où je peux être le meilleur, ce qui fait tourner le moteur économique. Ce qui me passionne, ce sont mes centres d'intérêt, mes appétences. Pour devenir excellent dans l'exercice de mes fonctions, ce que je fais doit me passionner. Là où je peux être le meilleur, ce sont mes compétences, tous les savoirs, savoir-faire, savoir-être que j'ai naturellement en moi ou que j'ai développé depuis mon plus jeune âge. Ce qui fait tourner le moteur économique, dans le cas d'un projet professionnel, c'est le marché de l'emploi et le monde du travail tel que notre société les a organisés. Ce sont les postes à pourvoir, les métiers, les formations, les besoins des clients. Maintenant, que se passe-t-il si les 3 conditions ne sont pas réunies? Commençons par le cas où je monte un projet dans quelque chose qui me passionne, où j'ai des compétences, mais j'oublie la réalité économique. Mon projet est utopiste. Je rêve. Par exemple, je monte un projet de chambre d'hôte dans ma région d'origine parce que j'y suis très attachée. J'ai de bonnes capacités relationnelles, je suis bricoleur, mais je ne fais pas suffisamment attention à la baisse de la fréquentation touristique dans cette région sur les 3 dernières années. Mon projet n'est pas viable, mon hérisson n'est pas bon. Prenons maintenant le cas où je monte un projet dans quelque chose qui me passionne, il y a des besoins dans le monde économique, mais mes compétences sont insuffisantes. Mon projet est inadapté. Par exemple, depuis toujours je suis passionné de foot et j'avais vraiment le potentiel pour devenir footballeur professionnel. Mais un jour, je suis victime d'un accident corporel et malheureusement, c'est irréversible. Mon projet n'est plus adapté. Mon hérisson n'est plus bon. Terminons par le cas où je monte un projet dans un domaine dans lequel il y a des besoins, j'ai des compétences, mais en réalité, ce domaine ne m'attire pas plus que ça. Mon projet est suradapté. Je suis en survie. Par exemple, je suis en terminale S, je travaille beaucoup et j'ai des notes à peu près correctes. Mais je ne sais pas vraiment quoi faire après le bac et je décide de poursuivre sur des études d'ingénieur. En fait, c'est surtout pour faire plaisir à mes parents. Mais au fond de moi, je suis pas sûre de vouloir devenir ingénieur. Mon projet n'est pas authentique. Mon hérisson n'est pas bon. L'idéal, c'est donc bien d'avoir un projet qui remplisse les 3 conditions. Ce qui me passionne, là où je peux être le meilleur, et ce qui fait tourner le moteur économique. Au fait, je ne vous ai pas dit pourquoi le hérisson. Allez, 1 minute pour vous l'expliquer. Jim Collins s'est appuyé sur un essai d'Isaiah Berlin, Le hérisson et le renard. Le renard est une créature rusée, capable d'imaginer une myriade de stratégies complexes. Il est beau, léger, rapide, malin. Il a tout du vainqueur. De son côté, le hérisson ne paie pas de mine, avec son allure croisée entre un porc-épic et un tatou-nain. Il se contente d'entretenir son nid et de vaquer à ses occupations. Quand le hérisson sort enfin de son terrier, le renard se dit « Ah ah, cette fois je t'aurai !» et il bondit. Le hérisson lève alors les yeux au ciel et soupire. « Encore lui, il n'apprendra donc jamais !» Il se met en boule et il attend. Cette bataille entre le renard et le hérisson se produit tous les jours, et en dépit de la ruse supérieure du renard, c'est toujours le hérisson qui gagne.
Alors que le renard envisage le monde dans toute sa complexité, en poursuivant plusieurs objectifs en même temps, en se déplaçant à plusieurs niveaux, le hérisson simplifie la complexité du monde en une idée simple. La métaphore utilisée par Jim Collins est de dire que c'est bien le croisement des trois cercles qui permet d'obtenir un projet simple, un bon projet professionnel. Wow. Voilà, nous sommes contents pour ce message très édifiant. André Hott, bonjour encore à nouveau, bonjour. Bonjour Mireille, bonjour Calivino. Donc, pendant les prochaines minutes, je vais vous entretenir sur le thème comment construire un projet professionnel rentable. Nous avons suivi une vidéo qui nous explique c'est quoi un projet professionnel, effectivement. C'est la convergence entre ce qui me passionne, parce que il faut d'abord partir de quelque chose que vous aimez, dans lequel vous vous sentez à l'aise. Là où je suis le meilleur, parce que quand vous êtes meilleur dans un domaine, forcément, il y a de la matière que vous pouvez utiliser, mais il ne faut pas rêver, il faut toujours tenir compte de l'environnement aussi. Donc quand on parle du moteur économique, donc suivre les tendances de l'environnement dans lequel on se trouve, c'est les trois, généralement, qui font un bon projet professionnel. D'accord. Voilà. Alors, donc pour commencer, j'aimerais débuter en disant que il n'y a rien de plus beau au monde que d'être payé pour faire ce qu'on aime. Parce que la passion, c'est quelque chose, c'est un carburant, c'est un moteur qui permet vraiment de créer une certaine valeur ajoutée réelle, de façon générale. En deux, je dirais que s'orienter, c'est quoi? S'orienter, c'est trouver sa voie. Parce que beaucoup la cherchent continuellement, passent même toute leur vie à chercher c'est quoi leur voix, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Mais de surcroît aussi, c'est faire entendre sa voix. Donc c'est s'imposer. S'imposer dans une carrière, s'imposer dans un domaine, s'imposer dans un métier. Et c'est un peu l'agencement de ces deux phrases qu'on va suivre pendant notre présentation. Comment trouver sa voix et comment faire entendre sa voix. Donc, en un, pour commencer, à la fin de ce chapitre, je parlais de chapitre parce que je pensais que j'étais encore à l'école, mais à la fin de ce programme, chaque apprenant ou bien les téléspectateurs qui nous suivent devront être à mesure en un d'identifier quelles sont leurs passions, quels sont leurs centres d'intérêt. Parce que c'est la base de toute orientation réussie et bien planifié. En deux, c'est de choisir un métier. Parce que quand on a fini de trouver qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous passionne, il faut mettre un nom derrière ce métier. En trois, être capable de formuler un projet professionnel. Parce que le formuler permet de donner vie au projet, donner vie au métier. Et vraiment, c'est comme une feuille de route, de s'y atteler. En quatre, de dessiner un plan de carrière. Parce que on avance, on évolue. Moi, je vois souvent les cérémonies de graduation, c'est quand un jeune lance le chapeau en l'air, le chapeau est en train de tomber, il se demande, mais le papier qu'on m'a remis là, je vais même faire quoi avec le diplôme-ci? Or, c'est pas le moment de penser à ça. Il faut bien savoir planifier les choses. Je vais faire quoi avec X, je vais faire quoi avec Y. Et enfin, de pouvoir vivre de son métier. Parce que beaucoup ont des passions, mais non pas des passions rentables. C'est pour ça que la fin de la thématique, on parle de comment construire un projet professionnel rentable. La rentabilité est très importante parce que ce soit pour eux, les candidats, les apprenants aux portes de différentes universités, que ce soit les parents qui vont investir de leur argent, c'est un investissement et il doit être rentabilisé. Sinon, pour des parents qui ont des enfants aujourd'hui qui fait ci, qui fait ça, c'est une perte d'argent et ça ne permet pas de faire des économies. Or, quand un projet est bien designé, est bien construit, ça permet vraiment aux parents d'avoir des enchaînements et on peut vraiment pouvoir les orienter de façon générale. Donc, en un, on commence toujours par la connaissance de soi, se connaître. Alors, quand on a parlé de passion, de centre d'intérêt, c'est de ça qu'il est question. Il faut se connaître. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quels sont mes talents? Au quotidien, vous avez vos enfants à la maison, vous voyez des choses qu'ils aiment. Quand vous achetez du piano, ils passent beaucoup de temps avec des pianos. Quand vous achetez des livres, ils dévorent des livres. Il faut connaître les enfants. Il faut les mettre dans des environnements qui permettent vraiment de découvrir leur talent, de découvrir leur potentiel.
Ça permet aussi de pouvoir clarifier. Alors, il y a des tests qui permettent, qui nous aident dans notre métier au quotidien, de pouvoir déceler ces talents-là. Il y a par exemple le RIASEC, qui permet de définir la personnalité professionnelle d'une personne. Il y a le test MBTI, qui permet aussi d'approfondir dans les spécificités et le caractère de chaque candidat, ou bien chaque apprenant, en rapport avec le métier qu'il puisse faire. Vous ne pouvez pas avoir une personnalité timide et dire que vous voulez être commercial. Un métier de commercial, c'est un métier qui demande le contact humain, qui demande d'aller vers les gens, d'aller vers les opportunités. Mais si vous avez de la nature plutôt introvertie, ça sera difficile. Mais c'est vrai que chaque trait de caractère peut se travailler et peut s'améliorer. Mais il ne faut pas bafouer ou bien renier ce talent naturel ou bien ces aptitudes naturelles qu'on a reçues dès la naissance. En deux, il faut être capable d'identifier les opportunités du marché de l'emploi. Alors, pourquoi le faire maintenant? C'est très important de le faire maintenant. Ce n'est pas quand vous avez votre diplôme que vous pensez au marché de l'emploi. Il faut intégrer le marché de l'emploi pendant que vous êtes en train de faire de construire votre projet professionnel. Ça permet d'avoir une visibilité claire sur quelles sont les exigences, quelles sont les opportunités, de connaître les environnements. Les secteurs d'activité, il y en a énormément. Est-ce que je suis plutôt fait pour la logistique? Est-ce que je suis fait pour les ressources humaines? Est-ce que je suis fait pour l'ingénierie? Est-ce que je suis fait pour un métier manuel? Quelles sont les opportunités dans les différents domaines? Aujourd'hui, quand on sait lire l'environnement, il y a un boom du secteur hôtelier au Cameroun, pour ceux qui savent lire. Il y a des hôtels, il y a énormément d'hôtels à profusion. Est-ce qu'on a des compétences dans le domaine hôtelier au Cameroun? C'est de regarder cet environnement. Je prends le cas pour les élèves, par exemple, qui vivent à Kribi. Kribi est une ville touristique. Est-ce qu'ils se posent la question sur le potentiel en termes d'opportunités de la ville? On parle par exemple des sciences halieutiques, tout ce qui a trait aux élevages de poissons. Est-ce qu'ils s'intéressent à ce domaine, ce domaine de compétences au vu du potentiel que la ville a? Encore le potentiel hôtelier aussi. Est-ce qu'ils réfléchissent à ça? Donc, en termes d'opportunités, quand je parle d'identifier les opportunités du marché de l'emploi, c'est vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce que le marché de l'emploi offre en termes d'opportunités, se poser les questions, c'est lire, c'est se documenter énormément sur toutes les opportunités qu'on pourrait avoir de façon générale. Donc, en deux, on parlait d'identifier les opportunités du marché de l'emploi. En trois, il est question de choisir un métier. Parce que identifier les opportunités, c'est un peu comme faire un benchmark. On a regardé des passions, on a des centres d'intérêt, on a des domaines qui nous passionnent, qui nous intéressent. On a fait des recherches, savoir, OK, quel est le domaine qui est porteur, quel est ci qui n'est pas porteur globalement. On a fait quelques stages aussi, ça c'est ce que je recommande aussi à nos jeunes qui nous suivent. Il ne faut pas juste attendre, le stage, c'est pas juste quand on est à l'université. Vous pouvez dès la classe de seconde, première, terminale. S'il y a un domaine qui vous plaît, demandez à papa, maman, OK, est-ce que je peux faire un stage de 2 semaines, 2 mois dans telle entreprise pour toucher du doigt le métier? Parce que c'est le problème qu'on a dans notre environnement, on est très théorique. Or, une imprégnation dans un secteur d'activité permettra à l'enfant de se dire, est-ce que je peux, est-ce que j'ai la compétence pour pouvoir le faire, est-ce que je me sentirai à l'aise dans un domaine X ou dans un domaine Y. Donc, le choix d'un métier aussi permettra, comme je l'ai expliqué préalablement, de mettre un nom derrière une passion ou un centre d'intérêt. Beaucoup de nos jeunes, le problème, c'est que pour s'orienter, il faut connaître. Beaucoup ne choisissent que les opportunités de leur panel, dans ce qu'ils connaissent. Moi, je prends toujours mon exemple. Moi, j'ai fait le lycée des Écarts. À cette époque, quand on faisait le bac, tous les enfants, c'était soit faire l'école normale, soit faire polytechnique, soit faire l'école de médecine, soit faire les concours, la fonction publique. Mais à l'époque, on me parlait d'un métier comme ressources humaines, je ne connaissais pas. On me parlait d'un métier comme qualiticien, tous ceux qui font dans l'hygiène, sécurité, environnement, qualité, je ne connaissais pas. J'avais vraiment une méconnaissance des métiers. Mais comment j'allais choisir? Je n'allais choisir qu'en fonction des opportunités qui s'offraient à moi. Donc, il faut énormément d'émissions comme celle-ci, il faut énormément d'émissions où on crée des contenus pour pouvoir édifier les jeunes sur ce qui existe en termes d'opportunités. Et là, ça leur permet de savoir que, OK, moi je prends un exemple. À l'époque, on avait un ami qui aimait organiser des fêtes.
qui aimait organiser des fêtes dans les lycées. Il était président de la coopérative. Donc tout le temps, quand il fallait faire une fête, c'était lui qui organisait la fête et tout. Mais il y a un métier à l'entreprise qu'on appelle event planner. Son travail, on le paye pour faire des fêtes. Ben, imaginez, vous aimez organiser des fêtes, vous aimez tout ce qui a trait à l'événementiel. Quand il y a un concert, c'est vous qui mettez les gens ensemble, qui mettez ci, et on vous paye pour le faire. Est-ce que c'est pas agréable? Donc, il y a cette méconnaissance de ce qui existe sur le marché de l'emploi comme offre d'opportunités. Donc, quand on édifie les jeunes de plus en plus sur l'offre en termes de métiers et de compétences à développer, ça leur permet de savoir que, OK, cette chose que je sais faire au quotidien, on peut me payer pour ça. Je peux gagner ma vie avec ce talent, ce potentiel que j'ai. Vous avez les enfants à la maison, leur chambre est toujours propre. Quand ils arrivent, tout est rangé. Quand vous le confiez quelque chose, il fait et tout. Il y a des gens qui ont un métier qu'on appelle... déco, par exemple. Il y a un métier, tout ce qui a trait à l'événementiel, mais il y a un métier qu'on appelle en entreprise acheteur. On te paye pour acheter. Wow. Dans les supermarchés comme voilà, ceux qui existent en termes de grandes surfaces sur le Cameroun, il y a le profil d'acheteur. Wow. On te paye au quotidien pour faire des achats. Alors, vous avez un enfant à la maison qui est là, qui aime aller faire les courses, qui aime revenir. C'est déjà une compétence qu'il a développée. Mais on ne connaît pas qu'il y a un métier qui s'appelle acheteur. Wow. Mais ça pourrait être une carrière pour un enfant X ou Y. Maintenant, est-ce que ce n'est pas les métiers de Mbensa? non, ça existe, puisque au Cameroun, on a des supermarchés, que ce soit chez Casino, que ce soit chez Carrefour, c'est des supermarchés, ou bien chez Santa Lucia, il y a des profils achats qui sont là dans la direction supply chain, parce que c'est tout ce qui est approvisionnement, achat, distribution, chacun a sa zone de façon générale. Son rayon. Donc, son rayon ou bien ce domaine de compétences. Donc, ça, c'est un gros problème que beaucoup de jeunes traversent. Ils ne s'orientent qu'en fonction de ce qu'ils ont comme opportunité. Donc, il faut davantage, et ça aussi, c'est la recherche d'informations, c'est avoir une grosse culture générale en termes d'opportunités, de carrière qui existent. Et maintenant, de pouvoir se dire, OK, laquelle cadrerait le mieux avec ce que j'aime, ou bien un talent, Je fais le mieux. Ou une passion. Waouh, c'est édifiant, hein? Alors, en 4, il est question maintenant de se former. Parce que la formation, c'est la base. Quand on a identifié des centres d'intérêt, on a fait un benchmark sur les opportunités qui existent sur le marché de l'emploi, on a mis un nom derrière une passion, il faut maintenant choisir une compétence claire à aller chercher, à aller acquérir. Voilà, j'aime être devant le micro, ça veut dire que je suis plutôt prédestiné au métier de journaliste. Maintenant, on regarde, OK, quel espace de formation me permettra de réaliser ce projet? Ça peut être une formation publique, ça peut être une formation privée, ça peut être une école spécialisée, chacun en fonction de son domaine de compétences. Maintenant, la chose la plus importante aussi à prendre en considération, c'est le budget des parents. Un projet professionnel doit être aligné avec le budget que les parents ont prévu pour accompagner ce projet. Tout projet est réalisable. Certains le font dans des écoles privées, dans les écoles publiques, mais ça ne veut pas dire que si on a fait une école publique, on vaut moins que celui qui a fait une école publique, une école privée. J'aime toujours à dire que ce n'est pas une école qui fait la renommée d'un étudiant, c'est l'étudiant par son travail sur le terrain qui fait la renommée de son école plus tard, qui se revendiquera. Voilà, tel étudiant a fait notre école, donc s'il est ce qu'il est, c'est grâce à nous. Mais l'école n'était pas là quand tu dormais la nuit, tu dormais pas la nuit, tu avais les pieds dans l'eau en train d'étudier ou bien de faire des recherches ici. Ils mettent l'environnement qu'il faut, mais l'équation personnelle est très importante de façon générale. Donc, se former de façon classique, c'est-à-dire choisir une université, une école, donc se renseigner sur l'offre de formation dans le domaine dans lequel on veut exercer comme métier. Maintenant, l'offre de formation, elle est très vaste. Ça peut être sur le plan local, ça peut être sur le plan international. Tout dépend de ce que vous voulez atteindre comme compétence. Mais de façon claire, il faut pouvoir mettre un nom, une somme de compétences à aller acquérir. Mais la formation n'est pas que académique. Il y a la formation tout au long de la vie aussi. J'entends par formation tout au long de la vie, c'est-à-dire quoi? Si j'ai, par exemple, quelqu'un dans le métier qui excelle, je me rapproche de lui.
Calvino présente, je suis un jeune qui aimerait connaître le métier, je m'approche de Calvino. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu prépares ta journée? Comment tu prépares une émission? Je te vois toujours éloquent. Mireille, comment tu fais au quotidien pour toujours être souriante? C'est quoi les challenges? Tu apprends vite au pas d'un mentor, très rapidement. Je veux apprendre le métier de caméraman, je passe une journée avec Gilbert, forcément, je découvre le métier plus que celui qui est juste là en train de dire, ok, la caméra, voilà les parties, l'objectif c'est ci, l'objectif c'est ça. Et c'est un peu à tort le problème du système éducatif, on est très théorique. Très théorique, donc pour combler ce gap, il faut amener aussi les jeunes à être capables d'aller chercher des compétences de façon personnelle pour pouvoir compléter leur formation. Parce qu'il est question de comment être capable, tout au long de sa formation, d'augmenter sa valeur sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, vous pouvez être un professionnel, vous valez X montant sur le marché. 2 ans plus tard, avec les expositions que vous avez, les diplômes que vous avez, votre aura, votre réseau professionnel, 2 ans plus tard, vous ne valez plus X. Vous valez X plus 2 ou X fois 2 ou X au carré. Tout dépend de ce que vous cherchez et l'objectif que vous voulez atteindre de façon professionnelle. Donc, le point 4 touche la formation. En gros, c'est quoi? C'est recenser l'offre de formation en adéquation avec vos compétences, vos centres d'intérêt et le métier que vous avez choisi, et de pouvoir, en coalition avec ce que je vais appeler ici le garant, donc la personne qui finance le projet. Désolé, un instant. En collaboration avec le garant, la personne qui finance le projet, d'être à mesure d'être à mesure que le projet soit aligné avec le budget que le parent a prévu. Sans oublier que pour les élèves vraiment brillants, il y a aussi des opportunités de bourse qui existent. Donc il faudrait regarder aussi l'offre de bourse. Le ministère, le Minesup, très souvent sur leur site internet, ils font un très beau travail sur internet aussi, diffusent des opportunités de bourse de différents pays étrangers. Donc quand on a un profil intéressant et qu'on a un parcours vraiment brillant, on peut prétendre également à une bourse d'études qui également ouvre les opportunités en termes de formation. Donc en 5, maintenant, j'appellerais ça formuler une offre pour le marché de l'emploi. Formuler une offre pour le marché de l'emploi. Je m'explique. Alors, ici, vraiment, je suis un étudiant qui a eu le bac, qui va faire 3 ans, avoir une licence, un master. On est en train d'évoluer ensemble pour lui donner une démarche. De mon analyse, je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants ont des compétences, mais pas un métier. Voilà. Alors, avoir un ensemble de compétences qu'on met dans un métier, c'est quelque chose de plus fort qu'on vient vendre. Voilà. Dans un environnement qui s'appelle le marché de l'emploi. Donc, ça, c'est une question que je pose souvent. Quel est ton métier? Beaucoup n'arrivent pas à le dire. Ok, je fais l'informatique. Ok, j'apprends l'ingénierie. De façon claire, beaucoup de jeunes ne peuvent pas vous dire, voilà mon métier. Voilà ce que je sais faire. Or, qu'est-ce que moi, demain, employeur, j'achète? J'achète un métier. J'achète une personne qui sait faire quelque chose. Qu'est-ce que moi, demain, en tant que prestataire de service, j'aimerais avoir comme compétence? C'est une personne qui sait faire quelque chose de façon précise. Donc, il est question de formuler une offre. Mon offre, c'est je suis caméraman. Je sais cadrer, je sais faire ci, je sais ça, je sais faire un montage, je sais découper une vidéo, je sais faire une production, je sais tout ce qui est post-prod. Ça, c'est mon métier. Mon métier, c'est que je sais former des gens, je sais construire des carrières. Mon métier, c'est je suis informaticien, encore que l'informatique est très vaste. Vous trouverez des gens qui sont ingénieurs réseau, vous trouverez des gens qui sont développeurs, vous trouverez des gens qui sont graphistes, vous trouverez des gens qui sont data science analystes, ainsi de suite, ainsi de suite. Les domaines de compétences sont très vastes. Même dans l'hôtellerie, si on prend l'hôtellerie, énormément de métiers. Si on prend l'agro, énormément de métiers. Dans tout ce qui a trait au pétrole, du secteur aval à tout ce qui est station-service et tout, il y a énormément de métiers aussi. Donc, quel est ton métier et quel est ton domaine de compétences? Et comment est-ce que tu planifies l'évolution de ton plan de carrière
sur 5 années, sur 10 ans, quel genre de compétences tu aimerais acquérir, quel genre de mission tu aimerais réaliser, et de se dire, ok, dans 3 ans, j'aurai en face de moi tel genre de challenge. Alors, quelles sont les compétences que j'aurai besoin dans 3 ans? C'est également d'anticiper sur les besoins en formation. C'est pas parce que je suis en première année que quelque chose que je verrai en 3e année ne peut pas m'intéresser maintenant. Si j'ai besoin de cette compétence dans mon quotidien, je vais la chercher. C'est ça qui est la question. Donc, ne pas s'arrêter seulement au cours que l'enseignant vous donne, mais d'élargir son spectre de connaissances globalement. Donc, on était sur la formulation d'une offre à adresser au marché de l'emploi. C'est de dire clairement, voilà ce que je sais faire en termes de compétences. Voilà ce que je peux vous apporter. C'est résoudre quel est le problème que vous pouvez résoudre. On en a marre de ces candidats à l'emploi, il faut les appeler ainsi, qui viennent demander le travail. On ne vient pas demander un travail. Oui. On vient offrir ses compétences. Et en contrepartie, on vous paye une rémunération. Ce n'est pas du bénévolat. La preuve, quand vous signez là, lu et approuvé, et que vous devez rentrer du travail à 23 h parce qu'il faut monter une émission aussi, vous avez signé, lu et approuvé, donc vous avez l'obligation de le faire. Et c'est de ça qu'il est question. Il faut être conscient des compétences que vous avez, il faut être conscient du potentiel que vous avez et du métier que vous voulez vendre. Donc ça veut dire qu'on doit arrêter d'écrire sur des demandes. J'ai l'honneur de venir demander un emploi au sein de votre établissement. Non, c'est mal dit. On ne demande pas un emploi. On a une offre de compétences. Voilà. On sait ce qu'on vaut. On connaît de façon claire ce qu'on peut apporter à une organisation. Voilà. Et on vient résoudre ce problème. Et en contrepartie, on vous paye une rémunération proportionnelle à la valeur que vous avez autenté sur le marché de l'emploi. Bravo. C'est de ça qu'il est question. Donc, la suite, quand on a formulé une offre, maintenant, il faut ce que j'appellerais préparer les outils. Préparer les outils du marché de l'emploi. Préparer les outils du marché de l'emploi. Donc, je tiens déjà à préciser que, parce qu'il y a souvent ce débat entre est-ce qu'il faut être employé, est-ce qu'il faut être entrepreneur. Moi, je ne fais pas de différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Les deux ont un dénominateur commun, c'est la compétence. Tu sais faire quelque chose, ok, tu peux le vendre à quelqu'un qui utilise ta compétence pour une entreprise. C'est pour cela qu'on est là, vous travaillez pour l'entreprise. Et demain après-demain, si vous pensez que vous pouvez le faire vous-même, vous mettez à votre compte. C'est toujours cette compétence que vous allez vendre. Oui. Et le réseau ou la step que vous aurez développé. Donc pour moi, ce débat de est-ce qu'il faut aller dans le salariat, il y a quelqu'un qui a besoin, pour un moment, un début, de commencer quelque part. Donc il commence, par contre le terme salariat, je ne l'aime pas beaucoup. Parce que ça fait trop fonction publique et ça fait quelqu'un qui attend qu'on lui dise de tout faire. Je préfère plutôt le terme intrapreneur. Donc cette personne-là qui est force de proposition pour une organisation, qui bouillonne d'idées et qui apporte des idées nouvelles à l'organisation pour que les choses changent, même si elle travaille sous la marque de quelqu'un. Et l'entrepreneuriat, lorsqu'on est prêt, voilà, on s'y lance. Maintenant, les deux outils, c'est quoi? Pour l'intrapreneur ou le salarié, c'est un bon CV. Dès la première année, cher jeune, vous serez à l'université l'année prochaine. Chaque année, déjà, il faut faire un stage. Chaque année, il faut faire un stage. Si vous fixez pour objectif, première année, j'ai eu mon bac, ok. Première année, juin-juillet, déjà vers le mois de mars, vous commencez à rédiger les lettres de motivation, rédiger les CV, envoyer vos candidatures, postuler dans un poste en rapport à ce que vous étudiez. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Parce que parfois, tout ce qu'on veut, c'est sortir de la maison. On cherche un stage. Donc, le stage qu'il y a, on prend d'abord. Je suis désolé, ça vous désoriente du projet que vous vous êtes fixé. Il faudrait que le stage, pour asseoir les compétences que vous développez, soit en adéquation avec ce que vous étudiez. Ça donne plus de pertinence et de crédibilité à ce que vous étudiez au quotidien. Amen. Amen. Donc, déjà, par rapport à cela, donc, il y a votre CV
et votre lettre de motivation. Donc, il y a des outils qui vous permettent de le faire. Aujourd'hui, le numérique est très développé. Il y a des applications comme Canva qui permettent d'avoir des CV vraiment de qualité, de bonne présentation. L'autre chose très importante aussi, c'est une bonne photo. Investissez beaucoup sur une image de qualité. Parce que parfois, je vois des CV où des jeunes font des selfies comme ça et tout, ils mettent sur leur CV. Non. À chercher un studio photo, payez même 2 000, 3 000, on vous fait une belle photo que vous utilisez sur vos contenus numériques. À la fois LinkedIn, Facebook et votre CV qui va se véhiculer, qui va être diffusé sur Internet. Donc, il faut faire attention à l'image que vous allez diffuser de vous. Il faut déjà commencer à la construire très tôt et vous affirmer. Voilà, si vous voulez être banquier, voilà, c'est le gars qui sera toujours en veste du 1er au 31. Donc l'image doit déjà commencer à être perçue. Si vous voulez être ingénieur, n'hésitez pas à faire un casting avec une photo où vous avez un casque, les EPI. Voilà, vous êtes, voilà, ça montre déjà que vous vous intégrez à votre futur métier, même si vous êtes seulement en première année. Donc, il y a le CV de motivation, il y a beaucoup d'ateliers en ligne, vous pouvez télécharger des cours, même sur LinkedIn Learning, qui vous permettent de peaufiner votre CV de motivation. Maintenant, pour celui-là qui veut aller vers l'entrepreneuriat, vous développez à comment monter un business plan. Ça, c'est l'outil essentiel d'un porteur de projet. Il y a le classique business model Canva, qui est vraiment l'outil de référence en termes de montage de projet ou bien de business plan. Ça vous permet de définir votre projet sur 9 cases et vous permet de vous visualiser de façon claire et de travailler ce qu'on appelle le pitch ou bien l'elevator pitch qui vous permet, même si vous croisez Dangote dans un ascenseur, vous avez juste 2 minutes de lui vendre votre idée et qui disent ok, je vais mettre 2 millions de dollars sur votre idée, ça m'intéresse. Donc il faut être préparé à avoir tout ce qu'il faut comme batterie à vous permettre de pouvoir vendre votre projet et tout l'écosystème derrière en termes de comment chercher des relations, des professionnels, du métier qui soient capables de vous accompagner à bien étoffer votre projet. Donc, pour résumer, pour moi, il n'y a pas de différence sur ce point, il n'y a pas de différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Vous allez vers ce quoi vous vous sentez à l'aise. Certains commencent par le salariat. Moi, j'appelle le salariat même une sorte d'incubateur. Ça vous permet de développer, d'asseoir une compétence, de rencontrer des gens de votre métier, d'asseoir votre expertise. Et quand vous êtes prêt à aller à votre compte, parce que c'est vrai, on est toujours mieux quand on travaille pour soi, vous vous lancez. Maintenant, chacun le fait quand il se sent à l'aise ou quand il se sent mieux. Donc, en 7, il faut parler du point 7, le réseautage. Alors, ce terme, pour moi, il est très important. Le réseautage. Ce que j'entends par réseautage ou bien réseauter, c'est être en contact avec des gens qui soient capables d'affirmer que vous savez faire. Parce que ce soit pour l'étudiant qui est en train de se former, que ce soit pour celui qui travaille même déjà, il y a des gens dans les entreprises qui font de très bonnes choses, mais qui ne communiquent pas sur ce qu'ils font. Ce qui fait que, très souvent, on ne sait pas qu'ils ont cette compétence-là. Il faut être capable de se vendre. Et le réseautage permet de dire à la communauté avec laquelle vous partagez le métier ou bien la passion ensemble que je suis X, je sais faire ça, pour l'instant je suis dans telle entreprise. Je suis X, je sais faire ça, je suis dans telle école. Si demain vous avez besoin d'une personne qui sait faire ça, moi, je sais le faire. Et la personne de votre réseau sera à même soit de vous prendre dans son entreprise parce qu'il sait que vous avez la compétence, ou bien s'il n'a pas ce besoin, en ce moment, il peut recommander votre profil à quelqu'un qui a besoin de la compétence à un temps T. Donc, vous faites des choses bien, mais il faut pouvoir communiquer. Il y a une grosse, Mireille, il y a une grosse thématique. Souvent, on envoie les enfants à l'école, ils vont à l'école. Après, on leur dit, OK, on a un ami ou bien une tante qui est DG quelque part, elle va te prendre en stage. Seulement, parfois, des parents développent des haines pour des amis parce qu'ils n'ont pas pris leurs enfants en stage. La vérité est que, pourquoi on te prenne en stage, il faut qu'il y ait une opportunité. Il faut qu'on lance l'appel à la candidature. Et il faut que tu aies le profil le plus intéressant. Ça, c'est une démarche RH. Donc, parfois, arrêter d'avoir de la haine pour les membres de la famille, pour dire que tu n'as pas pris mon enfant en stage. Il y a des réalités entreprises qui sont celles-là. Mais, si vous-même, vous avez une démarche que vous développez,
et qui vous permet de pouvoir vous démarquer, développer votre réseau, vous pouvez vous-même trouver vos stages. Ne pas toujours attendre maman ou papa que voilà, prends mon CV maman, dépose chez tes amis ici. Votre réseau n'est pas forcément le réseau de vos parents, mais un réseau que vous avez développé, des personnes qui vous ont vu faire et sont capables de témoigner que vous avez la capacité de pouvoir atteindre X ou Y. L'autre chose très importante, c'est de mesurer la perception que le marché de l'emploi a de votre profil. Ça, il faut faire très attention. Si vous faites banque, vous faites un stage en commerce comme commercial, vous faites un stage comme logisticien et un troisième stage au marketing. Pour vous, vous avez fait du stage, vous avez perdu du temps. Vous avez fait 3 stages, mais peut-être qui ne sont pas en relation avec votre projet professionnel. La pertinence est très importante. J'ai changé dernièrement avec un ami, on est revenu sur quelques points. Dans une carrière, la constance est importante. La constance et le contenu. Et toujours chercher à exceller. Mais d'autres choses très importantes aussi, c'est d'évaluer la démarche. Il faut parler d'un point 8. À un moment, il faut s'arrêter et évaluer. D'accord. Évaluer le process. Ça peut être qu'on n'est pas sur le bon canevas. Se reposer les bonnes questions, se dire, OK, qu'est-ce que j'ai mal fait? Peut-être vous cherchez un stage en première année, ou vous envoyez... et ça aussi, c'est une question. Je demande souvent à des jeunes, combien de demandes d'emploi vous avez déposées entre janvier et juin? Le gars me dit 5 demandes d'emploi. Et il dit que je cherche le travail. Mon gars, je dois déposer au moins 400 demandes d'emploi en 6 mois pour avoir la chance d'avoir 5 entretiens. Et sur 5 entretiens, c'est un seul qui sera concluant. Donc, la persévérance, l'autre point très important dans la démarche, c'est la persévérance. Et être vraiment à l'affût de tout ce qu'il y a comme opportunité. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, je faisais tous les hôtels de la ville. Donc, je regardais tel événement ici, je note dans mon agenda. Je vais à Aquapalace, je regarde. Je vais dans tel hôtel, je regarde. Je vais à Starland, je regarde. Et je note. En relation, les événements en relation avec mon domaine de compétences. J'appelle les personnes qui font ces événements, leur demander est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant. Et je vois en fonction de mon budget, est-ce que je peux investir dans X ou Y. L'autre chose aussi, en tant qu'étudiant, c'est des regroupements professionnels. Si vous êtes financier, les financiers se retrouvent presque toujours ensemble. Donc, voir quel est l'ordre des, par exemple, les experts comptables ont l'ONECA. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des RH, il y a différents domaines, il y a différentes associations des ressources humaines. Aller être membre, ça permet de rencontrer des personnes qui font le métier, de vous faire connaître et savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux. Et l'autre chose, point aussi important, c'est d'avoir envie de faire avancer le métier. Quel que soit le métier que vous faites. Comment faire pour améliorer le métier que je fais au quotidien? Avoir cette envie, cette soif de vouloir toujours vous surpasser, de donner le meilleur. Et c'est ça qui fera que vous serez cette perle, cette personne qui va toujours se démarquer du lot et qui sera en mesure d'apporter une valeur ajoutée concrète aux problématiques que les entreprises rencontrent au quotidien. Voilà, et puis moi je veux demander, parce que quand on parle d'un projet professionnel, tout à l'heure, c'est tout tout ce que tu nous montrais là à l'instant, est-ce que c'est ce qu'on doit appeler le projet professionnel? Le projet professionnel, c'est l'ensemble. L'ensemble de tout ce qu'on vient de voir. Tout ce qu'on vient de voir. Parce que ce n'est pas une seule chose. Ce n'est pas juste un nom. Mais c'est toute une démarche. D'accord. Et le projet, tout un état d'esprit, tout un comportement, toutes sortes de compétences, d'attitudes qu'il faut avoir au quotidien pour pouvoir améliorer son profil, le rendre meilleur au quotidien, le peaufiner à travers les gens qu'on va rencontrer, qui font le métier qu'on fait, et de pouvoir se dire, OK, voilà comment je me démarque, voilà comment j'arrive à apporter un plus par rapport aux autres de façon générale. Donc, en résumé, s'il faut reparcourir le point, on a parlé de la connaissance de soi. On ne peut pas construire un projet professionnel sans se connaître. Se connaître, c'est quoi? C'est identifier quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, qu'est-ce que j'aime le plus, qu'est-ce que je n'aime pas. Ça vous permet d'avoir une idée claire. Après, il faut identifier les opportunités du marché de l'emploi. Qu'est-ce qui, dans le marché de l'emploi, est en adéquation avec ce que je veux faire? Ça demande une grande ouverture d'esprit. Et ce qu'on a de formidable aujourd'hui, c'est que Internet nous permet d'être partout, étant là où on est. Donc, renseignez-vous. Moi, j'ai 2 professeurs que j'aime beaucoup.
c'est Google et YouTube. Tout ce que vous voulez et que vous souhaitez connaître, vous leur posez la question et vous répondent. Donc, posez le maximum de questions possibles à ces deux enseignants, ils vous donneront les réponses. Après, il faut choisir. Parce que quelque part, il faut quand même commencer le processus. Donc, quand on a identifié, il faut choisir un métier. OK, j'ai vu ça, j'aime ça, j'ai ça en adéquation. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a ci. Dans la sous-région, il y a ça. Je pense que si je vais comme ça et que je choisis ce métier, il y a un besoin dans le marché camerounais, Afrique centrale ou bien Afrique ou bien le monde pour telle compétence ou y compétence. Après, dans cette démarche, qu'il faut se former. Se former, c'est quoi? C'est identifier les universités, centres de formation, cours à distance qui vous permettront de développer l'ensemble des compétences qui vous permettront d'avoir la légitimité de parler sur le sujet avec certitude et la reconnaissance de vos pairs. Parce que là aussi, c'est important. Il faut que les personnes du métier vous reconnaissent comme ayant le potentiel, étant source de valeur ajoutée pour le métier. Donc, après, être capable de formuler une offre pour le marché de l'emploi. C'est de dire, OK, moi aujourd'hui, je me suis formé, j'aime ça, j'aime ci. Voilà le métier voilà la somme des compétences au temps T que je suis capable d'apporter sur le marché. Éventuellement, cette somme de compétences se mettra à jour. Je veux, maintenant, c'est pouvoir aussi faire des liens. Dans 3 ans, voilà le genre de poste que je veux avoir. Qu'est-ce qu'il me faut comme compétence pour pouvoir upgrade mon niveau et avoir ce poste dans 3 ans? C'est de dire, OK, quel genre de personnes je dois rencontrer? Quel genre de collaborateurs je dois avoir? Et si je veux un poste de directeur, il faut manager, peut-être aller manager d'abord une entreprise, même si c'est à taille humaine. Mais au moins, j'ai une expérience management, j'ai géré une équipe de 2-3 personnes. Absolument. Demain, je peux prétendre avoir un poste de manager parce que j'ai déjà eu à manager une équipe. En général. Maintenant, après, c'est préparer les outils du marché de l'emploi. Donc, toujours avoir son CV prêt, lettre de motivation prête, pouvoir la peaufiner. Alors, j'aime souvent dire aux chercheurs d'emploi, à une offre ou à une opportunité, un CV et une lettre de motivation unique. Beaucoup de nos jeunes, quand ils cherchent le travail ou bien ils cherchent le travail, ils rédigent 20 lettres de motivation. C'est quand ils arrivent devant l'entreprise qu'ils mettent à monsieur le directeur général de nom de l'entreprise, ils déposent. Les problématiques d'entreprise X sont pas les problématiques d'entreprise Y. Il faut que l'employeur ou bien le chargé de ressources humaines qui va lire votre offre puisse savoir que vous avez pris du temps de vous renseigner sur ce qu'ils sont capables d'apporter comme offre au marché et comment vous allez vous différencier et apporter un plus au marché. Donc, tout ça, il y a un outil puissant qu'on appelle le CV, lettre de motivation, qu'il faut pouvoir synthétiser. C'est pas aussi tout dire, mais donner les chiffres clés en rapport avec les points clés, en rapport avec le poste. On n'a pas beaucoup de compétences. C'est quoi une lettre de motivation? Alors, on dit ce qui nous pousse à aller vers l'entreprise. Voilà. Pourquoi on veut aller dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on est capable d'apporter et qu'est-ce qu'on partage comme valeur à l'entreprise. Voilà. C'est vraiment cela qu'il faut pouvoir retrouver. Après, la dimension importante, et je pense qu'il manque à beaucoup de nos jeunes, c'est la capacité à réseauter. Donc, réseauter en gros, c'est quoi? C'est connaître le maximum de personnes de son domaine d'activité ou pas, mais qui soit capable de se connaître, d'identifier en lui un potentiel. Donc, seront en mesure de recommander le profil ou de l'utiliser lorsque besoin sera. Donc, c'est faire énormément d'événements, de rencontrer des personnes, si bien même en créer. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup organiser les événements, pouvoir rassembler les gens. J'ai fait beaucoup dans l'événementiel aussi, parce que ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, bien que ce ne soit pas mon domaine de compétence, mon domaine de prédilection. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens parce que, comme quelqu'un disait, on est riche que d'hommes. Et comme dans toute démarche, il est important d'évaluer. Donc, remettez-vous toujours en question. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne marche pas? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois faire mieux? Par rapport à mon plan de carrière, est-ce que je suis en train de faire tout ce qu'il faut? Est-ce que par rapport aux compétences que je vise dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis la bonne voie? Est-ce que j'ai les bons contacts aussi? Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais au bon endroit au bon moment. Donc ça aussi, c'est travailler cela, son cercle d'influence,
son environnement. Voilà. On ne choisit pas d'où on est, mais on peut créer son environnement. Ouais. Donc parfois, je rencontre des jeunes en difficulté, qui ont du mal même parfois à payer de la scolarité. Mais il ne faut pas être concentré sur ce que je n'ai pas, se dire, ok, j'ai un potentiel et qu'est-ce que je fais pour y aller? Je pense qu'il y a toujours, la nature s'organise toujours de façon à ce que les choses s'améliorent pour tout le monde. Du moment où on y croit et qu'on sait qu'on peut se différencier et apporter un plus. Amen. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un logiciel qui permet de faire des bons CV. C'était quoi? Alors, ça s'appelle Canva. 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 C-A-N-V-A. Il y a une version gratuite. Canva. Il y a une version gratuite, voilà. Mais pour des modèles beaucoup plus intéressants, ils demandent souvent des abonnements, voilà, premium. Ils vous coûtent, je crois, $12 le mois. Ça vous permet d'avoir des modèles intéressants. Ça permet aujourd'hui de faire des choses un peu plus intéressantes avec voilà, pouvoir monter des CV de qualité, quoi. Et de faire pas mal de choses. Moi, je voulais, André, c'est vrai aujourd'hui, je crois que les jeunes aujourd'hui comprennent à partir de ce que tu viens de dire, tu viens de nous apprendre sur pratiquement 8 points qu'il fallait d'abord. La première des choses, c'était de se connaître et c'est souvent très difficile de se connaître. Et on a un problème, il y a un hic là-dessus avec ces jeunes qui ont un problème de se connaître soi-même. Pourtant, je me souviens, moi-même, quand j'étais à l'école, en classe de 3e, mon professeur de sciences nous avait demandé d'écrire sur nos cahiers « Connais-toi toi-même ». Et je crois que c'est Socrate qui avait dit ça. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà, connais-toi toi-même, parce qu'il fallait qu'on se connaisse chacun. Mais comment donc, avec ces jeunes aujourd'hui qui sont perdus dans l'orientation, sont perdus, comment donc les amener à se connaître? Comment peuvent-ils faire pour se connaître? Bon, c'est déjà ne pas étouffer. Parce que l'environnement parfois étouffe tout ce qu'il veut. Oui. Voilà, par connaître, je dirais même, si vous remplacez par un verbe, je dirais s'écouter. Oui. Donc il y a cette petite voix qui dit voilà, je peux le faire, voilà, ici. Voilà. Et vraiment, et regarder parfois aussi, c'est vrai, l'environnement, mais vous êtes là, vous faites quelque chose de bien, on vous dit toujours, vous faites ça bien. Vous faites ça bien, ça a de l'impact. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier. Donc, écoutez aussi son environnement. Voilà. Mais je voulais mettre un bémol par rapport à ça, parce que parfois, il y a des environnements, quand vous croyez en quelque chose, tout le monde vous dit que ça ne va pas marcher. Donc, c'est vraiment à 2 balles, il faut faire attention, mais c'est s'écouter. C'est s'écouter à travers, mais découvrir beaucoup de choses. Quand on a des enfants vraiment au bas âge, l'idée vraiment c'est de leur faire le maximum d'activités. Dans ces activités-là, on voit l'habilité qu'ils ont à faire X ou Y, à faire ci, à faire ça. Ça permet de voir clairement, voilà. Et après, le regard que les autres ont sur vous, ou bien si c'est vous la maman qui regarde l'enfant, quel est le regard que les autres ont sur l'enfant? On voit toujours qu'il y a quelque chose qui fait bien. Chacun, moi je crois que on est tous spécial. En tant qu'être humain, on est tous uniques. Absolument. Chacun vient sur Terre avec quelque chose de particulier. Oui. Alors, il ne faut pas passer sa vie à vivre la vie de quelqu'un d'autre que de ne pas vivre la sienne. Maintenant, mon combat a toujours été là. On ne parle pas forcément de passion pour la passion. La passion doit payer les factures. Donc, pour les gens qui sont passionnés, c'est vraiment se dire, OK, à la fin de la journée, oui, j'ai apporté une plus-value avec la compétence que j'ai, mais qu'est-ce que j'ai gagné par rapport à cette plus-value? Qu'est-ce que cette plus-value m'a apporté? Est-ce que je peux payer mes factures avec cette plus-value-là? Donc, la rentabilité. Donc, dans toute chose, toute démarche, il faut se dire, OK, est-ce que je suis capable, avec les compétences que j'ai, le métier que j'ai formulé, de le vendre sur le marché de l'emploi et en contrepartie avoir une rémunération? Donc, tout le temps, il faut, que ce soit pour un étudiant, être capable de le dire. Je suis un étudiant en tel domaine. Est-ce que les compétences que j'ai aujourd'hui me permettent d'apporter une plus-value dans le marché de l'emploi avant de recevoir mon diplôme? Sinon, qu'est-ce que je dois aller chercher comme compétences pour combler ce gap et être à même de tutoyer ceux qui excellent dans le domaine? Super. Merci beaucoup, André Hott. Bravo, monsieur Hott. Le cabinet, c'est cabinet... c'est quoi le cabinet? Himley. Hein? Himley.
Hemley. Hemley. Ah, le cabinet Hemley. Merci d'avoir laissé tout ce que tu avais à faire pour pouvoir pour venir entretenir les téléspectateurs, la jeunesse aujourd'hui pendant 1 heure de temps. Hemley, ça veut dire en français la foi. Donc, je crois que beaucoup aujourd'hui, au travers de ce que tu viens de dire, auront la foi pour pouvoir construire vraiment un projet professionnel et qui est de surcroît rentable. Mireille, si on peut profiter pour énoncer la prochaine, thématique, on travaillera sur comment capitaliser son expérience d'étudiant. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants pensent que être étudiant, c'est juste aller à l'école, rentrer à la maison. C'est une expérience qu'on peut capitaliser et être en mesure de vendre aux entreprises aux portes du marché de l'emploi. Donc, je vous invite mercredi prochain, on travaillera sur cette thématique, comment capitaliser son expérience d'étudiant. Voilà. Les étudiants... Les Bassa disent que il livre. Et je pense qu'il connaît le livre, ce monsieur. Je pense que monsieur Kwame ne s'est pas trompé. Ah oui, bravo monsieur Hott. Merci André Hott, qu'on te retrouvera mercredi prochain. Vous êtes triplement à la hauteur. On se dit à mercredi prochain encore pour une autre séance de coaching et surtout de formation en direct, en live. C'est sur des rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié. Demain, c'est jeudi, on aura la prophétesse Geneviève Ekani qui viendra avec on viendra avec un sujet de religion, un sujet de spirituel, comme tout d'ailleurs tous les jeudis. Calvino, merci, on se dit demain. Merci aussi. Tu me vois après, j'ai 15 000 à te donner. Oui, ok, j'attends, tu me donnes ces 15 000 francs. Prenez soin de vous et surtout restez en compagnie des programmes de STV. Nous sommes mercredi aujourd'hui, c'est la nuit du sport à partir de 21 h avec Lydie Nyotom Makeda et ses invités, bien évidemment. On parlera sport. Et à 19 h et 20 h, ce sera 19 h et 20 h, ce sera 18 h autant pour moi et 20 h. C'est les deux journaux, anglais et français, préparés par la direction de l'information de STV. Restez en compagnie des programmes de STV et on se retrouve demain quand il sera 10 h. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Sortez couverts. Ciao, à demain.